Cette vidéo est sponsorisée par Novium et ses stylos Overpen qui ont v'là la classe. Oh oui alors. Elle guérit les malades, protège des empoisonnements, purifie l'eau et il paraît même que la reine Elisabeth I en possédait une taillée en forme de gobelet. Très prisée par les aristocrates européens jusqu'au XVIIIe, surtout en Écosse et au Danemark, la corne de la licorne est l'objet magique par excellence. Mais je vais vous choquer, une partie de ces cornes était en réalité prélevée sur des créatures marines dans l'océan Arctique. Une créature qui existe encore aujourd'hui et qui n'a pas volé son surnom de licorne des mers, le narval. Gérard pour les intimes. Gérard le narval. Mais quelle est donc cette étrange corne et à quoi sert-elle? Déjà pas à guérir tous vos veaux. Tout vos veaux, il sera pas guéri par... déjà pas à guérir tous vos maux, ni à faire revenir l'être aimé, alors lâchez cette canne à pêche. Plus sérieusement, figurez-vous que la fonction de cette corne est encore en partie un mystère pour les scientifiques. Il faut dire que les narvals habitent des mers difficiles à naviguer, pleines de glaçons qui vous coupent un bateau en deux, ce qui ne facilite pas vraiment leur observation, en plus d'être trop gros pour entrer dans un verre à pastis. Mais les chercheurs ont bien quelques idées sur la fonction de cette drôle de corne. Cher journal, je m'appelle Tugaeli. Je suis un narval de 2 ans qui habite avec ma grande famille dans la mégalopole de la baie de Baffin, au large du Groenland. Mes copains me disent que j'ai un gros melon, et c'est vrai, j'ai aussi une très belle défense. Elle m'est poussée quand j'ai atteint ma première année, et elle ne cesse de grandir depuis. La corne de la licorne des mers... Ah merde, c'est ma voix ça. Donc ça va être compliqué. La corne de la licorne des mers n'est pas une corne, mais une dent, sa canine gauche qui pousse en continu. La pointe, c'est le tout premier bout de dent qui lui est poussé, et puis chaque année, une nouvelle couche se dépose en partant de la racine et prolonge la dent encore un peu plus. J'aimerais bien battre le record de la défense la plus longue. Il est de 3 mètres de long et 10 kilos. C'est mon but dans la vie. En attendant, je me divertis avec les copains. On se raconte des histoires d'humains. C'est hilarant ce qu'ils pensent savoir de nous. Déjà, ils nous ont baptisé Monodon Monocéros, qui signifie une dent, une défense. C'est beau comme un slogan Nike. Cette dent pousse en spirale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme une vis sans fin. Pourquoi? On sait pas trop. Des chercheurs pensent que ça lui permettrait de rester droite, même si certaines des cellules responsables de la pousse à la racine sont plus flemmardes que d'autres. C'est-à-dire que ça pousse comme ça, quoi. Quoi qu'il en soit, cette dent est forcément très coûteuse à produire et à maintenir pour un narval. C'est autant d'énergie qu'il aurait pu consacrer à grandir tout court ou à produire plus de gamètes pour se reproduire. Alors c'est qu'elle doit avoir un intérêt pour eux. Sinon, l'évolution aurait fini par dégager ce caractère. Mais quelle est donc cette fonction? Premier point, cette dent hypertrophiée est l'apanage des mâles. Rarement il leur en pousse 2, et fait curieux, 15% des femelles arboreraient aussi une dent hypertrophiée, bien que plus petite que celle des mâles. Si ce trait concerne plutôt un seul des deux sexes, le réflexe c'est de penser qu'il a été forgé par la sélection sexuelle. C'est-à-dire que les mâles qui présentent ce trait ont plus de chances de conclure, donc de transmettre ce trait à leur descendance. C'était déjà l'intuition de Darwin, décidément, est-ce qu'il y a un seul truc qu'il aurait pas étudié celui-là? Il voyait cette super dent comme un caractère sexuel secondaire que les mâles exhiberaient pour séduire les femelles et établir une hiérarchie sociale entre eux. Et oui, c'est un Kaganer Darwin, un cadeau que j'aime beaucoup. Même qu'une étude a montré que la longueur de nos défenses était liée à la masse de nos gonades. Des chercheurs ont été peser nos testicules. Je sais que vous nous adorez, mais au bout d'un moment, ça tient du fétichisme. Est-ce qu'on est sûr que ce caractère a quoi que ce soit à voir avec la sélection sexuelle? Eh bien, il y a qu'à lire ce passage d'une étude de 1981. Oui, j'ai fait de l'archéologie pour vous, je vous laisse savourer. Les narvals femelles ont également un comportement qui est manifestement de nature sexuelle. 2 narvals femelles captives à l'aquarium de Vancouver s'excitaient et poussaient violemment un manche à balai ou une perche introduite dans leur bac. Ces femelles ont poursuivi ce comportement pendant 30 minutes, se disputant souvent la place. Observation personnelle. Ah oui, c'était Sheila et Brandy. Elle me parle encore de ce moment avec émotion. Ne me remerciez pas pour ces images et surtout ne nous arrêtons pas à de simples anecdotes. Alors, comment estimer scientifiquement si un caractère est forgé par la sélection sexuelle? Eh bien, c'est une chance pour nous, parce qu'une équipe internationale de chercheurs a étudié la question en 2020. Accrochez-vous bien pour la suite, mais promis, ça en vaut la peine. Ils ont récolté des données sur 245 narvals en l'espace de 35 ans, à savoir la longueur de la dent et la largeur de la queue. Prenons d'abord ce deuxième trait. Logiquement, on s'attend à ce que la largeur de la queue soit équivalente d'un individu à l'autre. Ce serait la taille optimale pour l'animal et son hydrodynamisme. Je m'explique. Si Bob naît avec une queue trop large comparée à Jean-Jacques, elle va le fatiguer et l'empêcher de se déplacer aussi efficacement que Jean-Jacques. C'est donc ce dernier qui va pouvoir mieux nager, mieux chasser et se nourrir, et en définitive mieux survivre, se reproduire et donc transmettre à sa descendance ses gènes de nageoire optimale. C'est ainsi qu'au bout d'un certain nombre de générations, tous les individus naîtront avec à peu près la même largeur de queue. Je vais peut-être éviter ce
c'est l'effet de la sélection naturelle. Et c'est effectivement ce que les chercheurs ont trouvé. Prenons maintenant l'autre trait mesuré, la longueur de la défense du narval. S'il se passe la même chose, alors sa longueur sera à peu près la même pour tous les individus, peu ou prou. Sauf que là, c'est pas du tout ce qu'ils ont observé. La longueur de la dent en rouge varie beaucoup plus que la largeur de la queue en gris. Ce qui suggère qu'en plus de la sélection naturelle, cette variable est influencée par un autre mécanisme, la sélection sexuelle. Les biologistes n'hésiteront pas à me corriger si jamais, mais j'interprète ça comme c'est pas vital si vous avez une petite défense, vous pourrez quand même vivre normalement. C'est pas comme naître avec une toute petite queue qui vous empêcherait de survivre correctement et donc de vous reproduire, de propager vos gènes, etc., etc. C'est pourquoi on peut croiser des narvals avec des défenses de longueur variable, mais ils auront à peu près tous la même largeur de queue, puisque c'est la largeur optimale pour leur survie. Pour les chercheurs, c'est un bon argument pour voir la dent comme un caractère sexuel secondaire chez le narval, ce qui est d'ailleurs le consensus scientifique à l'heure actuelle. Mais comment ce trait intervient-il exactement ? Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est la compétition entre les mâles. On n'a jamais observé deux narvaux en train de se battre, malheureusement, mais ils pourraient se servir de leurs dents comme d'une épée pour faire des duels sous-marins et établir une hiérarchie sociale entre eux, un peu comme les cerfs. Ça expliquerait aussi pourquoi les narvaux mâles sont beaucoup plus souvent griffés que les femelles ou les juvéniles, même que la moitié des mâles affichent une défense cassée ou abîmée, et qu'on trouve parfois des bouts de défense empalés dans leurs flancs. C'est rock'n'roll les licornes. Et maintenant, un interlude publicitaire. Merci à Novium de soutenir cette chaîne. Vous cherchez une idée cadeau originale qui change du collier de pâte pour la fête des pères ? Vous avez toujours rêvé d'être un derviche tourneur, mais cette activité est peu compatible avec votre emploi du temps. Novium l'a fait. Pas pour vous, mais pour ces stylos TAR la distinction en lévitation magnétique sur leur socle. Leur produit phare, l'Interstellar, en mettra plein la vue à vos... Il est aussi très résistant. Leur produit phare, l'Interstellar, en mettra plein la vue à vos business angels quand ils signeront leur gros chèque pour faire décoller votre future licorne et la propulser jusque dans l'espace. Espace où se trouve la planète Terre qui tourne à un angle de 23,5 degrés sur son axe, ce qui est précisément aussi l'angle de l'Interstellar sur son support. Coïncidence ? Je ne crois pas. Ce splendide stylo haut de gamme a même été élu l'une des meilleures inventions en 2022 par le Time. Il est disponible en Mars Magma, Neptune Blue, Starlight Silver et mon petit préféré, le Space Black. Pour les plus coquets d'entre vous, allez voir les éditions premium en or 18 carats ou celles qui incluent un véritable morceau de météorite certifié. Pour les connoisseurs, c'est la météorite ferreuse Muonionlalusta retrouvée en Scandinavie. Si avec un stylo pareil entre les mains, l'inspiration ne vous vient pas, c'est que vous êtes mauvais. Mais c'est pas tout, Novium propose aussi l'Overpen Future en version 2 en 1 avec plumes et pointe billes interchangeables en 3 coloris au choix. C'est le Mist Blue qui m'a fait de l'œil et moi qui adore dessiner, je peux vous dire qu'il est vraiment chouette, bien équilibré. Ça faisait longtemps que je me cherchais une plume sympa pour dessiner et j'en ai essayé pas mal dans ma vie. Celle-là, je crois que c'est enfin l'élu. Merci Novium. Si vous voulez en jeter un max auprès de vos collègues ou si vous cherchez une idée cadeau originale pour gâter un être cher, ziotez donc mon lien en description et grâce à mon code promo comptoir, profitez de moins 15% sur tout le site pendant 48 heures, puis une réduction dégressive les jours suivants. Dépêchez-vous! Il y a un truc un peu original, d'autres scientifiques ont étudié les propriétés physiques de leur défense et il s'avère qu'elle supporte très mal les chocs de face. Son point fort, c'est au contraire les chocs latéraux, tout l'inverse des cornes de taureau. Les narvals ne seraient donc pas un shish kebab vivant, ils n'embrocheraient personne, ce seraient plutôt des amateurs de balayettes ou des joueurs de baseball, au choix. Ces mêmes chercheurs ont montré aussi que notre dent est faite de telle manière qu'une fissure ne se propagera pas tout le long. Elle s'arrêtera très vite. Je vous ai dit qu'on est géniaux. Enfin, surtout moi. Qu'est-ce que je bave pour cette vidéo. Mais certains scientifiques pensent qu'il n'y a pas forcément à aller jusque-là. Regardez cette image. Elle décrit un comportement assez courant chez les narvals appelé tasking. Ils montent en surface à la verticale et se frottent la dent, probablement pour communiquer, peut-être pour se mesurer l'un à l'autre, sans même s'affronter. Il s'agit juste de montrer qui est la plus grosse, et le perdant repart la quenotte entre les nageoires. D'après les chercheurs, ce serait un signal fort qui encourage les mâles à avoir la dent la plus longue possible afin d'éviter les combats. Un peu comme The Rock n'est sans doute pas souvent pris à partie quand il y a une bagarre dans un bar. C'est aussi ce qui se passe chez les mouflons canadiens par exemple. Quand ils tombent sur The Rock, eux aussi ils évitent de le provoquer en duel. N'importe quoi. Moi ce que je veux c'est que les gonzesses se pâment devant moi. Je prends de la whey et je soulève de la dentine. Je veux devenir un giga tchad avec ma giga défense pour lever des petits. C'est en effet une autre hypothèse des biologistes, la dent traduirait la qualité d'un mâle. Le message serait « Regardez-moi, je suis tellement en forme que j'ai même de l'énergie à dépenser dans des choses inutiles ». Chez les animaux, l'exemple typique est le paon, dont la queue énorme doit lui coûter cher en entretien, en plus de le rendre beaucoup plus visible des prédateurs et beaucoup plus lent à décoller. Mais plus elle est cossue, plus il a du succès auprès des demoiselles. En biologie, on appelle ça la théorie du handicap. C'est une hypothèse développée par l'ornithologue israélien Amos Zahavi dans les années 70. Entre parenthèses, cette théorie a été critiquée par ailleurs
d'ailleurs, puisqu'elle ne serait pas très darwinienne. Les théories posées par Darwin consistent à dire que la sélection favorise toujours le plus efficace. Là, au contraire, cette sélection se ferait sur de l'excès inutile, des falbalas. C'est pas très minimaliste. Mais selon cette théorie, les femelles, attirées par les narvaux mâles à la dent longue, vont les favoriser, même si leur survie en est diminuée. Et voilà comment, de génération en génération, on peut s'attendre à ce que les dents des narvaux s'allongent. Et ouais, c'est les préférences des femelles qui façonnent le physique des mâles. J'adore les hommes qui portent des crocs. Jusqu'à ce que des tricheurs arrivent, c'est-à-dire qu'ils fabriqueraient des dents les plus longues possibles, mais pas solides du tout. C'est du flan, de la poudre aux yeux. Et c'est là que la baston prend tout son sens, puisqu'elle permettrait, selon certains chercheurs, de mettre à nu les usurpateurs en testant la résistance de leur défense, pour voir si c'est du toc. Tout ça reste évidemment des hypothèses de travail, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça marche, comment on tâtonne avant de trouver un jour un consensus assez solide. Bon, là on en est toujours au stade des jolies histoires qu'il faudra tester un jour, avec des expériences ou des observations. À ce jour, en tout cas, les biologistes misent plutôt sur la sélection sexuelle pour expliquer l'existence de ces défenses, sans savoir exactement quelle hypothèse favoriser derrière entre la séduction de la femelle, la compétition entre mâles par le fait de bomber le torse pour faire peur à l'autre, ou carrément par la baston, ou un mélange de tout ça. Mais plus curieusement, la dent des narvals pourrait aussi avoir d'autres fonctions secondaires, peut-être apparues après coup. Regardez ces images saisissantes. Elles ont été prises par des biologistes dans le cadre d'une étude sortie en février de cette année au Nunavut, le territoire le plus septentrional du Canada. À 2 reprises, leur drone a capturé des images de narvals poursuivant des poissons en se servant de leur défense. Ici, un narval, puis 2, puis 3, poursuit un omble chevalier en suivant précisément le poisson avec sa défense, tout en restant à une trentaine de centimètres de lui. Le poisson enchaîne les figures en freestyle pour tenter de semer le narval, mais c'est assez, dit la baleine, qui modifie sa trajectoire en moins d'1 seconde et file le poisson. Il va même jusqu'à ralentir quand le poisson perd du terrain ou positionner doucement sa défense sur le flanc de la bestiole comme pour la guider. L'ongle va même finir par cogner sur le museau du narval, ce qui le fait sursauter et il s'échappe finalement. Une fois le poisson hors de vue, les narvals se mettent alors à scanner la zone en bougeant leur défense lentement de gauche à droite, dans un geste qui m'évoque un peu celui des non-voyants avec leur canne. Ce qui est surprenant, c'est que le poisson était à portée de museau du narval à plusieurs reprises, qu'il a même ralenti à un moment. D'après les chercheurs, les mammifères ne chassaient pas, ils jouaient. Ce serait donc la première preuve d'un comportement de jeu chez cette espèce. Bien sûr qu'on adore jouer. Je me cure souvent les dents avec la défense de Rodrigo, mon meilleur pote. Des fois, on fait des remakes de Star Wars aussi. Deuxième observation, même genre de scénario, sauf que cette fois, ça rigole pas. À plusieurs reprises, les narvals frappent les poissons chassés avec leur défense, soit la longueur de la dent, soit la pointe. Contrairement à la première observation, relatent les auteurs, les coups portés étaient souvent puissants et se succédaient rapidement. Ils avaient pour effet d'étourdir le poisson. Avec succès, puisque l'un des narvals a pu boulotter son surimi. Ainsi donc, les narvaux mâles seraient des escrimeurs marins, contrairement aux femelles, puisqu'il leur manque un fleuret. D'ailleurs, les narvaux et les narvalettes évoluent chacun dans des groupes non mixtes et ne mangent pas exactement la même chose. Les chercheurs l'ont su en étudiant la composition chimique de leur peau. Ils se sont procurés 180 échantillons de peau de narval pêchés par des Inuits entre 1982 et 2009. En mesurant des acides gras et des isotopes du carbone et de l'azote, on arrive à reconstituer les habitudes de consommation des narvals. L'azote nous renseigne sur le niveau de l'individu dans la chaîne alimentaire, alors que le carbone nous apprend où l'individu chassait, au fond ou dans la colonne d'eau, près de la côte ou au large. Pour moi, c'est ça la vraie magie, c'est d'arriver à reconstituer tout ça avec des morceaux de peau, parfois vieilles de 30 ans. On peut aussi faire ces expériences sur la dent du narval, puisqu'une nouvelle couche de dentine s'y dépose chaque année, ça forme un peu comme les cernes du tronc d'un arbre, chaque couche ayant immortalisé, via sa composition chimique, les habitudes de vie des narvals. C'est donc en étudiant ces fameux isotopes du carbone et de l'azote que d'autres chercheurs ont réussi à observer une modification du régime alimentaire des narvals à l'échelle de la population en l'espace de plusieurs décennies. Dans les années 70, ils boulottaient surtout des espèces de banquises, puis un mélange d'espèces de banquises et d'espèces qui vivent au large, et après les années 90, uniquement des espèces du large. Ce changement de régime alimentaire colle pile poil à la courbe de la fonte des glaces dans l'Arctique. Arctique qui est d'ailleurs la région qui se réchauffe le plus sur Terre actuellement. Ce qui veut dire qu'avec la banquise qui fond, les narvals ont dû se rabattre sur d'autres espèces que celles qui vivaient dans ces eaux glacées. Ce qui est plutôt encourageant puisque ça montre qu'ils ont su s'adapter au changement climatique. Je trouve ça beau de se dire que tout ça, on le sait grâce à leur défense. C'est marrant toutes leurs histoires sur notre dent. Ils ont jamais pensé qu'on était juste un tire-bouchon géant. Mais chut, faut pas leur dire. Mais c'est pas tout. En 2014, un dentiste également chercheur à Harvard, parce que pourquoi pas, et son équipe découvrent l'incroyable talent des dents de narval. C'est un organe sensoriel, un organe très innervé, comme le point Genius devant un logiciel Adobe, avec une structure très particulière. À l'inverse de nos propres dents, elles sont molles à l'extérieur et dures à l'intérieur. Elles ne présentent pas d'émail, mais la dentine est surmontée d'un ciment poreux avec des tubules toujours ouverts, des sortes de minuscules canaux qui laissent passer l'eau de mer à travers la dentine,
et jusqu'à la pulpe constellée de vaisseaux sanguins et de terminaisons nerveuses. Ça veut dire que la dentine est directement en contact avec l'extérieur. Nous, quand ça nous arrive, c'est là qu'on douille. Imaginez donc que la dent géante du narval est toujours sensible et trempée en permanence dans l'eau glacée de l'Arctique. Et puisque nos dents sont capables de sentir de nombreux paramètres, la température, la pression, la douleur ou la percussion, les chercheurs se disent que les narvals doivent aussi ressentir tout ça avec leur défense. Mais c'est toujours pas tout, parce qu'ils ont montré que les narvals semblaient sentir aussi la salinité. Le protocole vaut le détour. Ils ont capturé au filet 6 mâles, leur ont inséré des électrodes sous la peau, collé un holter pour mesurer leur rythme cardiaque, ont attendu qu'ils se calment un peu quand même, les pauvres, et puis ils ont introduit leur défense dans une espèce de fourreau, lequel a été rempli d'eau plus ou moins salée. Ils se sont rendus compte que le cœur des narvaux bat plus vite quand leur dent est au contact d'une eau très salée, ce qui traduit une montée de stress. Leur idée, c'est que cette augmentation de la salinité correspondrait dans la nature à la formation de la banquise. En bref, la glace étant de l'eau douce formée à partir d'eau de mer, le sel que contenait cette eau se retrouve dans la mer et donc la salinité globale de la mer augmente. Une eau plus salée serait donc un signal pour les narvaux qu'il serait temps de partir pour ne pas se retrouver piégés. A l'inverse, quand l'eau du tube à essai géant est changée pour de l'eau douce, le rythme cardiaque des bestiaux baisse, leur stress diminue. Moralité, les narvaux seraient capables de détecter des variations de salinité avec leur défense. Les auteurs pensent même que l'autre dent, la canine droite qui n'a pas percé, pourrait servir de référence au narval comparé à la canine gauche. Une référence plongée dans du fluide physiologique qui servirait de tare pour détecter les niveaux de salinité avec la défense. En tout cas, les défenses des narvals ont non seulement la structure anatomique pour ressentir leur environnement, mais cette expérience semble suggérer que c'est bel et bien le cas. Si ça se trouve, cette dent permettrait même aux mâles de repérer les femelles en période d'ovulation. Qui sait ? Les humains sont en train de dire que je peux sentir avec ma dent. Je sens que c'est encore une idée à la con, ça. Et aussi, je sens de la morue polaire. Oh putain, j'arrive. Cette étude a été quelque peu critiquée à sa sortie. Si ça se trouve, la modification du rythme cardiaque est juste due au stress de l'expérience. Même si l'ensemble n'a duré que 30 minutes et sous surveillance d'un vétérinaire, je suis quand même pas emballée côté bien-être animal. Autre critique faite à l'étude, si cet organe était si vital que ça, pourquoi il serait réservé aux mâles? Vu qu'en plus, les femelles vivent plus longtemps que les mâles, donc il a pas l'air d'avantager ces derniers. Ce à quoi les auteurs rétorquent, si ça se trouve, ce qu'on voit, c'est l'évolution en train de se faire. C'est-à-dire qu'initialement, cet organe a été favorisé par la sélection sexuelle, puis il a eu des fonctions secondaires, et si elles sont effectivement avantageuses, il se peut que ce trait se propage à toute l'espèce, mâle et femelle. Il n'y a plus qu'à attendre et voir. Enfin, si les narvals résistent au changement climatique. J'espère que cette plongée au cœur du Narval Cinematic Universe vous a plu. L'explication la plus communément acceptée aujourd'hui concernant cette défense, c'est qu'il s'agirait d'un caractère sexuel secondaire, forgé donc par la sélection sexuelle. Le reste, c'est des hypothèses qui s'empilent, qui se complètent peut-être. Je vous ai exposé les plus intéressantes et les plus solides à mes yeux, parce qu'il y en a vraiment toute une tripotée. Certains pensent que la défense servira à briser la glace, à retourner le sédiment en quête de proie, à réguler leur température corporelle, à respirer ou à se défendre des prédateurs. Peut-être même qu'il s'agirait d'un instrument acoustique, puisqu'il vibre quand les narvaux chantent. Bref, les idées ne manquent pas. Les données, si. J'ai trouvé ça marrant que la licorne des mers soit si connue dans notre culture et pourtant si mal connue encore du point de vue scientifique. Et que sa corne soit à la fois un objet d'étude et un moyen d'en apprendre plus sur ce mammifère, notamment comment sa composition chimique peut nous renseigner sur le mode de vie de ces bestiaux. Il se peut que cette vidéo devienne obsolète si de nouvelles études fracassantes sortent, c'est le jeu et c'est ce que je souhaite. N'hésitez pas à signaler en commentaire si vous voyez passer des choses. Et merci encore à Novium d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas mon super code promo comptoir pour profiter de moins 15% sur tout le site pendant 48 heures, puis une réduction dégressive les jours suivants. Dépêchez-vous, c'est bientôt Noël.